Donc, les braves gens sur Patreon voulaient le défi verticaux, l'historien naval pour parler d'un avion. Eh bien, d'accord, voilà. Leur choix, au cas où vous auriez manqué le titre, est le légendaire SBD Dauntless. Bonne nouvelle, nous n'avons pas à passer l'heure et demie suivante sur ses origines techniques. Comme mon bon ami Rex sur la chaîne Rex's Hangar l'a déjà fait. Le lien est dans la description. Donc, on peut passer rapidement sur tout ce qui concerne l'avant-guerre et ensuite passer à ce qui est vraiment important. Encore un speedrun de cette partie où le SBD fait exploser ou couler beaucoup de choses glou-glou. Le bombardement en piqué dans la marine américaine remonte théoriquement juste après la Première Guerre mondiale avec les premières expérimentations. Cependant, dans les années 1920, la marine ne possédait pas assez de bombardiers en piqué pour équiper ses escadrons. Le rôle était plutôt confié aux avions de reconnaissance et d'observation existants, comme le O-2U Corsair. Oui, vous verrez plusieurs noms peu originaux apparaître pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, vers la fin de la décennie, toute la technique a failli être abandonnée lorsque les pilotes de la marine américaine ont plongé leurs avions dans des piquets de plus en plus raides pour obtenir une meilleure précision. Mais cela a entraîné des bombes montées directement sur le fuselage qui heurtaient ensuite soit le train d'atterrissage fixe, soit les hélices de l'avion qui les larguaient. Après une brève restriction, quelqu'un l'a remarqué. En fixant la bombe à un cadre pivotant, vous pouviez piquer à un angle raide et la larguer assez loin pour éviter d'être touché par votre propre munition. Cela a conduit à l'introduction de véritables bombardiers en piqué dans la marine américaine, notamment le Scout Bomber Utility Corsair, le Northrop Bomber Torpedo, le Great Lakes BG, le Scout Bomber Curtiss Helldiver et le Scout Bomber 2U Vindicator. Mais lorsque la deuxième des trois sociétés Northrop a été rachetée par Douglas, le développement d'une version améliorée du Bomber Torpedo a suivi. La troisième version de la société Northrop serait fondée plus tard, puis finirait par fusionner avec Northrop Grumman. Mais en revenant aux années 1930, ce qui avait été initialement désigné comme le XBT-2 s'était progressivement transformé en un tout nouvel avion par rapport au Bomber Torpedo ou au Bomber Torpedo 1. Il possédait un train d'atterrissage entièrement rétractable, des commandes et des surfaces de contrôle toutes neuves, qui incluaient, après quelques essais et expérimentations, les freins de piqué perforés caractéristiques, ainsi qu'un moteur nouveau et plus puissant et, fait rare, une maniabilité stable aussi bien en piqué qu'à basse vitesse. Mais cela s'accompagnait d'une agilité surprenante pour un bombardier biplace une fois qu'il s'était débarrassé de sa charge utile, et à ce propos, la charge utile. Il pouvait soulever plus de 900 kilos de bombes en une fois, bien que cela réduise considérablement son rayon d'action en combat et rende sa capacité à décoller du pont d'un porte-avions quelque peu discutable. Le nouvel avion pouvait théoriquement transporter cette charge depuis une base terrestre, autant, voire plus, que plusieurs bombardiers légers et moyens bimoteurs de l'époque, bien que, plus généralement, il serait chargé de transporter une bombe de 1000 livres dans le rôle de bombardement ou une ou deux bombes de 500 livres dans le rôle de reconnaissance, avec en plus des bombes de 100 livres parfois incluses dans l'armement de reconnaissance. Un exploit, malgré tout. Le piqué, les bombardiers des autres Marines à l'époque, étaient généralement censés transporter des bombes de 250 à 550 livres lorsqu'ils opéraient contre leur propre cible. L'appareil, très différent du bomber torpedo et désormais accepté par la marine américaine, a naturellement perdu la désignation X. Et comme il était désormais entièrement produit par Douglas, il a été complètement renommé SBD, ce qui signifiait Scout Bomber, ses deux rôles, et Douglas, le fabricant. L'absence de tout chiffre dans cette désignation indiquait qu'il s'agissait du premier appareil de ce type commandé à la société Douglas. La société Douglas a nommé l'appareil Dauntless, car tous ces avions de l'époque portaient un nom débutant par D. Une première commande de plus de 100 appareils a été passée. Des SBD-1 pour les marines à terre et des SBD-2 pour les porte-avions. Ici, les chiffres suivent le trait d'union au lieu de faire partie de la désignation SBD.
et indiquant ainsi le type de modèle par opposition au type de cet avion commandé auprès de ce fabricant particulier. Durant l'été et l'automne 1940, le corps des Marines et la marine américaine étaient encore en paix malgré la guerre. En Europe, ils reçoivent leur premier SBD de série avec le VB-2 à bord, le United States Ship Lexington étant la première unité de porte-avions à être entièrement équipée de ce type. Au printemps 1941, le nouveau SBD-3 entrait en service. Cela comprenait une protection supplémentaire, un armement supplémentaire et du carburant supplémentaire, toutes des caractéristiques présentes dans les dernières versions du SBD-2 qui devaient être fabriquées après certaines modifications imposées par la marine américaine. Mais avec toutes ces améliorations adoptées, le SBD-3 a réussi à ramener le poids total de l'appareil à peu près au même niveau que celui du modèle de base Dash-2 en allégeant la structure même de l'avion. Plus tard, il y aura un SBD-4 qui visait principalement à améliorer le système électrique. Plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, le Dash-5 et le Dash-6 entreront en service avec plus de puissance et un armement renforcé. Mais ceux-ci n'entreraient vraiment en service qu'une fois le tournant décisif dans le Pacifique bel et bien franchi. Sur Terre, une production parallèle existerait pour le United States Army, l'Air Corps ou l'Air Force selon l'époque. Vous les voyez sous le nom de A-24 et chez les Marines à terre sous le nom de SBD. Mais nous allons nous concentrer sur l'élément en mer pour cette vidéo. Lorsque les États-Unis ont rejoint la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions de la marine américaine utilisaient une configuration standard de 4 escadrons de 18 avions chacun. L'escadron de chasse utilisait le F-4F Wildcat, le Torpedo Squadron, le Torpedo Bomber Douglas Devastator, de même que les escadrons de bombardement en piqué et de reconnaissance. Les VB et VS, respectivement, utilisaient le Dauntless. À cette époque, les groupes aériens étaient aussi adaptés aux porte-avions. Par exemple, le Lexington porte-avions 2 opérait avec le groupe aérien 2, composé de escadrons de chasse, 2 Torpedo Squadron, 2 VB-2 et VS-2. Un système qui resterait en place pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que les groupes aériens soient formés et déplacés à bord de différents navires selon les besoins de la guerre. Cette organisation signifiait qu'environ la moitié de tous les avions présents sur les porte-avions de la flotte américaine étaient des SBD. Je dis environ la moitié, car il fallait aussi compter les avions de réserve et celui du commandant du groupe aérien. Mis à part le fait d'être considéré comme peut-être un peu lent, l'autre principal inconvénient du SBD était que, en partie pour permettre de supporter les fortes contraintes subies lors des piquets et des sorties de piquets. Le Dauntless n'était pas équipé d'ailes repliables, ce qui signifiait que les 36 avions environ à bord en service opérationnel, sans compter les appareils de réserve, occupaient pas mal de place. Au début de la guerre, l'absence d'ailes repliables était aussi présente sur le Wildcat. Ce n'était donc pas un problème unique. Les premiers Dauntless à voir le combat faisaient partie du groupe aérien de l'United States Ship Enterprise, donc du groupe aérien 6, envoyé en avant du navire. Le 7 décembre 1941, ils sont arrivés à Pearl Harbor pendant l'attaque japonaise. Cette attaque les a autant surpris que le reste de la flotte du Pacifique. Et malheureusement, les artilleurs anti-aériens au sol, qui commençaient tout juste à s'organiser, ne prenaient vraiment aucun risque avec tout ce qui volait. Autant qu'ils le savaient, il n'y avait aucun avion allié dans le ciel et, de plus, contrairement au P-40 dont quelques-uns avaient réussi à décoller. Le Dauntless avait un moteur radial, comme tous les avions japonais, et donc les Dauntless dispersés furent rapidement attaqués de toutes parts. Lorsque la fumée se dissipa, 7 d'entre eux avaient été abattus ou s'étaient écrasés avec un total de 8 membres d'équipage perdus, tandis que d'autres avions avaient été endommagés et plusieurs membres d'équipage blessés. D'autres SBD présents ce jour-là dans les escadrons de la marine, à terre, furent détruits ou endommagés au sol. En retour, la puissance de feu du Dauntless, avant et arrière, est généralement créditée de 2 victoires. Une par les mitrailleuses avant et une par le mitrailleur arrière. Ce début n'était pas brillant, bien que les pilotes survivants aient noté avec une certaine supériorité que les bombardiers en piqué japonais VAL piquaient sous un angle bien plus faible que le leur. Mais le Dauntless allait bientôt obtenir une certaine revanche.
Le 10 décembre 1941, les avions de l'Enterprise revendiquèrent la destruction du sous-marin IM-70 et ce serait encore l'Enterprise qui lancerait la première contre-attaque de la guerre. Un raid en février 1942. Ce raid vit les premières bombes tomber sur un territoire occupé par les Japonais. Mais cela a entraîné la perte de 5 autres Dauntless, même s'ils ont fait du bon travail en détruisant des cibles malgré l'opposition aérienne ennemie. Les Dauntless de l'Enterprise, du Yorktown et du Lexington allaient ensuite être fortement impliqués dans les raids suivants, le VS-6 de l'Enterprise utilisant pas moins de 3 groupes complets d'escadrons de SBD. Pendant ce temps, il y eut des pertes au combat, des pannes, des échecs à l'atterrissage et des avions trop endommagés pour être réparés, souvent jetés par-dessus bord. Les premières grandes actions de ce genre eurent lieu fin avril et début mai 1942 notamment avec le raid de Doolittle, où ce modèle servit surtout à la reconnaissance. Lors de la bataille de la mer de Corail, les groupes aériens du Yorktown et du Lexington attaquèrent les porte-avions Shoho, Shikaku et Zuikaku. Les avions du Yorktown, ayant aussi attaqué une base japonaise d'hydravions en construction à Tulagi avant la bataille principale, la mer de Corail vit le SBD remplir plusieurs rôles, reconnaissance pour la flotte, interception et destruction de leurs homologues japonais en reconnaissance. L'élément de bombardement proprement dit attaquant les navires ennemis et servant également de patrouille aérienne de dernier recours pour compléter les Wildcats. La théorie étant que, même si un SBD à vide n'était pas vraiment à la hauteur d'un zéro, il devrait s'en sortir assez confortablement en duel. Avec les Vals sortant de leur piquet et les Kate en pleine attaque, on pensait qu'ils ne seraient pas assez rapides pour échapper même à la vitesse de pointe relativement modeste du Dauntless. Lors des attaques contre les porte-avions ennemis, le SBD s'est révélé être une bête plutôt intéressante. Pendant le piquet lui-même, ils se sont avérés être des cibles très difficiles, car sans aérofrein, les chasseurs ennemis les dépassaient rapidement. Les équipages du Dauntless voulaient vivement utiliser leurs mitrailleuses avant et arrière pour abattre les zéros trop téméraires. Mais eux, comme tous les bombardiers en piqué, étaient quelque peu vulnérables une fois sortis de leur piquet. Bien sûr, une fois sortis de leur piquet, ils avaient déjà largué leurs bombes, donc cette vulnérabilité ne servait à rien. Shoho, les bombardiers en piqué de Lexington, des escadrons VS et VB l'ont sérieusement endommagé avant que leurs compatriotes et les Devastators ne larguent leurs torpilles. Et puis, pour ajouter, de l'injure à l'injure déjà existante, les Dauntless de Yorktown sont apparus et ont constaté que leur principal problème pour bombarder le Shoho était la quantité de fumée et de flammes qui s'échappaient du porte-avions léger, ce qui rendait le ciblage quelque peu difficile par la suite. La pluie, les grains et les nuages bas allaient frustrer les SBD du Lexington lorsqu'ils s'attaquaient aux plus gros porte-avions japonais le lendemain. Cependant, les avions du Yorktown auraient plus de chances de localiser réellement leur cible. Mais le VS-5 n'a eu aucun impact. Grâce à la visibilité limitée et au taux d'humidité élevé, leur pare-brise s'embuait en plongeant à travers des couches successives d'humidité et de température. Le VB-5 a eu plus de chance, touchant le Shikaku, suivi d'un autre coup d'un petit groupe de SBD du Lexington, arrivés en retard après s'être égarés, mais qui ont repéré leur cible grâce à une éclaircie dans les nuages. Dans le rôle de patrouille aérienne de combat, le SBD a connu des fortunes plus mitigées. Ils ont complètement manqué les bombardiers torpilleurs Kate qui arrivaient. Il s'est avéré que le profil d'attaque des bombardiers torpilleurs de la marine impériale japonaise était complètement différent de celui de la marine américaine. Et les SBD se sont donc retrouvés à voler beaucoup trop bas alors que les Kate passaient joyeusement juste au-dessus d'eux, laissant ainsi les SBD à la merci, pas très tendre, des zéros d'escorte. Bien que certains des Dauntless aient réussi leur mission assignée en abattant des avions d'attaque japonais, il était assez clair que, malgré une performance honorable pour esquiver et riposter, le Dauntless n'était vraiment pas un avion fait pour affronter le corps de chasse de la marine impériale japonaise si cette situation pouvait être évitée. Mais le plus grand jour du Dauntless allait bientôt arriver. Environ un mois plus tard, c'était bien sûr le moment de la bataille de Midway. À ce stade, la guerre et l'usure avaient pratiquement éliminé tous les SBD 1 et 2. La plupart des Dauntless présents sur les ponts des 3 Yorktown étaient donc des modèles Dash 3.
Malgré la présence de quelques anciens appareils dans le groupe aérien du Hornet, 110 Dauntless de tout modèle étaient initialement disponibles sur les porte-avions. Avec un certain nombre d'exemplaires supplémentaires de la marine présents directement sur Midway, la bataille de Midway, bien sûr, n'a guère besoin d'être racontée à nouveau, mais du point de vue d'un pilote de Dauntless, ce fut une bataille décidément mitigée. Les SBD des Marines, volant aux côtés des bombardiers en piqué Vindicator, ont réussi à perdre la moitié de leurs effectifs sans aucun résultat et les 35 bombardiers en piqué opérationnel du Hornet, bien sûr, sont partis pour un vol sans destination. Cependant, les bombardiers en piqué de l'Enterprise et du Yorktown, bien qu'ayant suivi des routes différentes, sont parvenus au-dessus du quai de Butai presque en même temps et ont rapidement touché 3 des 4 porte-avions ennemis. Une frappe de suivi a visé le Hiryu, mais entre le manque de carburant et le Yorktown endommagé, les pilotes revenant des 3 porte-avions, les escadrons de bombardement et de reconnaissance se sont retrouvés à atterrir sur à peu près n'importe quel pont d'envol qu'ils pouvaient trouver et qui était disponible. Ironiquement, cela signifiait que, malgré les pertes au combat et par attrition, l'Enterprise en particulier a maintenu presque un effectif complet de SBD pendant tout l'engagement et lors du naufrage ultérieur du croiseur. Makuma, bien qu'à la fin de la bataille, sa collection de Dauntless comprenait des exemplaires provenant des 3 porte-avions américains. Et, selon la source à laquelle vous vous fiez, presque ou bien tous les escadrons VS et VB impliqués dans l'action. Bien que les pertes les plus lourdes aient été, bien sûr, parmi les malheureux bombardiers torpilleurs, environ la moitié de tous les Dauntless qui s'étaient dirigés vers Midway ne sont jamais revenus. C'était un mélange d'appareils vraiment abattus au combat. D'autres ont été poussés par-dessus bord, car ils étaient bien trop endommagés, et un bon nombre ont été contraints d'amérir par manque de carburant. Cependant, la marine américaine et le SBD n'auraient guère de répit. En moins de 2 mois, la campagne de Guadalcanal débute et le Dauntless retourne en première ligne, opérant à la fois depuis des porte-avions et des aérodromes terrestres, tandis que le Saratoga, l'Enterprise, le WASP et le Hornet patrouillaient au large à différents moments. La Cactus Air Force à Henderson Field a débuté avec des escadrons de Dauntless du corps des Marines américains et d'autres appareils. Bien sûr, ceux-ci étaient renforcés au fil du temps par des renforts prévus et des vols ou escadrons occasionnels d'un porte-avions, temporairement ou définitivement intégrés à l'effectif de Henderson selon leur raison d'arrivée. Parfois, ils étaient détournés à cause du mauvais temps ou du manque de carburant. D'autres fois, leurs porte-avions avaient été endommagés ou coulés. Et il a été estimé qu'ils serviraient bien mieux l'effort de guerre en restant sur Guadalcanal. Parfois, les pertes de la Cactus Air Force, engagée presque chaque jour, forçaient un porte-avions à détacher une partie de son groupe aérien, volontiers avant de rentrer au pays pour en récupérer d'autres. Il y avait cependant un petit problème. La production du Dauntless augmentait et atteindrait bientôt des niveaux très élevés, mais n'avait pas encore atteint son apogée. À l'été et à l'automne 1942, après de lourdes pertes subies par les groupes aériens embarqués notamment à la mer de Corail et à Midway, il n'y avait plus de SBD de remplacement disponibles dans le Pacifique au début de la campagne de Guadalcanal. Un escadron de Marines a d'abord été déployé avec un effectif réduit en attendant l'augmentation des effectifs grâce à la production supplémentaire. Outre les combats presque constants de Henderson contre les convois du Tokyo Express, les pilotes basés là ont aussi pris part à plusieurs batailles navales. En particulier, ils ont contribué à neutraliser le Iei endommagé à la suite de l'affrontement de l'amiral Callaghan avec la force de surface japonaise la nuit précédente. Et, bien sûr, les SBD seraient au premier plan lors des 2 grandes batailles de porte-avions de cette campagne, les Salomon Oriental et Santa Cruz. Bien que le très critiqué dévastateur ait été remplacé par l'Avenger, le Dauntless allait une fois de plus s'avérer être le principal agent de changement au sein des groupes aériens de la marine américaine. Et par changement, j'entends qu'ils ont définitivement modifié l'état de flottabilité de nombreux navires de guerre japonais. Avant la bataille des Salomon orientales, les SBD menèrent des patrouilles anti-sous-marines. Pendant la bataille, ils étaient la principale force de reconnaissance et ont trouvé l'ennemi, accompagné de quelques Avengers, capables de voler plus loin que les SBD. Légèrement chargés, les Dauntless ont attaqué successivement les porte-avions japonais.
21 Dauntless ont coopéré avec les Avengers pour couler le Rugio. 2 Dauntless de reconnaissance ont mené une attaque audacieuse contre le Shikaku peu après l'avoir repéré, manquant de peu leur cible. Et d'autres avions ont eu un peu plus de succès dans le rôle de patrouille aérienne de combat d'urgence, en particulier contre leurs homologues VAL. D'autres bombardiers en piqué ont gravement endommagé ou coulé plusieurs navires de guerre japonais, mais l'Enterprise a aussi été gravement touchée. Pour le Dauntless, les résultats de la bataille ont été un certain soulagement. Comparé à la mer de Corail et à Midway, seuls 2 SBD avaient été perdus, tous deux ayant améri en mer et leurs équipages avaient été récupérés. Santa Cruz allait toutefois se révéler un engagement bien plus ardu. Le Wasp coulait, le Saratoga torpillé, et cela signifiait que l'Enterprise rafistolée, accompagnée du Hornet, allait affronter les Shikaku, qui étaient soutenus par une paire de porte-avions légers. Les Dauntless de reconnaissance ont de nouveau attaqué après avoir repéré une cible, au lieu de seulement la signaler. Cela a neutralisé la Zuiho avant qu'elle n'ait un impact significatif sur la bataille. Un autre SBD de reconnaissance a repéré puis secoué le croiseur Tone. Et lorsque certains sont revenus et ont vu le Hornet attaquer, ils ont ciblé l'avion japonais le plus proche, avec le grand rond rouge, et l'ont attaqué. Au moins, un bombardier torpilleur a été surpris et abattu par un avion de reconnaissance lors de son attaque. Qui a trouvé l'interruption de son cycle d'atterrissage par la marine impériale japonaise des plus irritantes? 27 Dauntless faisaient partie de la force principale envoyée contre la formation principale des porte-avions japonais. Encore une fois, la couverture nuageuse cacha le Zuikaku, exposant le Shokaku, qui devint de nouveau la cible des SBD. Les patrouilles et artilleurs anti-aériens de la marine impériale japonaise causeraient des pertes. Cela n'a pas arrêté plusieurs bombes, laissant le porte-avions étourdi, partiellement détruit et en feu. Les pilotes de retour étaient accueillis avec le choix d'atterrir sur le Hornet qui était incliné et en feu. Probablement pas le meilleur choix, ni l'Enterprise qui était au moins à niveau mais ressemblait aussi à un gruyère, avec des trous partout sur le pont d'envol et l'ascenseur central bloqué en position basse, ce qui laissait aux Dauntless la tâche ingrate d'approcher, de voir un grand trou sur le pont d'envol, puis de relever le nez sans jamais pouvoir le voir bien qu'il soit toujours là. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à espérer que le premier brin d'arrêt les retienne, juste avant, puis en roulant très prudemment en grand arc autour de l'ascenseur pour ne pas tomber dedans. D'une manière ou d'une autre, tous les avions de retour ont réussi cet exploit. Un pilote a quitté son cockpit avec un souvenir improbable. Il avait laissé sa verrière ouverte pendant le piqué pour réduire la buée, et lorsqu'un avion juste devant lui avait touché sa cible, un morceau du pont d'envol du Shikaku, projeté en l'air, avait atterri dans son cockpit ouvert et l'avait frappé à la tête. Dans l'ensemble, la bataille fut une défaite tactique pour la marine américaine. Ils n'ont réussi qu'à endommager les porte-avions japonais, alors qu'ils ont perdu le Hornet et que l'Enterprise a été endommagée une fois de plus. Mais ce n'était pas faute d'efforts de la part des pilotes de Dauntless. Comme pour la mer de Corail, la météo a eu plus d'influence sur le résultat final que les compétences individuelles des pilotes. Un certain nombre d'attaques des deux camps avaient soit été contraintes de rentrer sans résultat, soit attaqué des cibles autres que des porte-avions, parce que leurs objectifs principaux étaient habilement cachés par une basse couverture nuageuse. Cet effort coûta près de 2 douzaines de SBD, mais seules quelques pertes furent liées au combat. Le plus grand groupe comptait 11 appareils détruits ou irrémédiablement endommagés quand l'Enterprise fut touchée par une bombe. À mesure que la campagne de Guadalcanal, et en fait l'année 1942 dans son ensemble, touchait à leur fin, les pilotes de SBD pouvaient collectivement affirmer qu'ils avaient en réalité coulé ou gravement endommagé environ 250 000 tonnes de navires japonais, dont la plupart pouvaient leur être attribués à eux seuls. Environ 20 à 25% de ce total étaient partagés avec les bombardiers torpilleurs et autres appareils similaires, alors que la marine américaine reprenait son souffle et se préparait à contre-attaquer. Nous allons faire un très bref détour de l'autre côté de la planète pour passer en revue rapidement la courte carrière du SBD sur le théâtre européen. Cela a en fait commencé à peu près au même moment où la campagne de Guadalcanal atteignait son apogée en novembre 1942 avec l'opération Torch. Une branche de cette opération était l'attaque de Casablanca,
qui était soutenu par le porte-avions 18 Dauntless, ainsi que par plusieurs porte-avions d'escorte de la classe Sangamon qui soutenaient également l'opération, la plupart transportant des unités de 9 Dauntless. Les destroyers français ont d'abord résisté, esquivant les frappes du Ranger, jusqu'à ce que les bombardiers en piqué touchent enfin l'Albatros. Mais la plupart des résultats des SBD ont été obtenus contre des navires français échoués qui avaient d'abord subi le pire lors de leurs affrontements avec les unités de surface américaines. Mais avec la bataille navale rapidement terminée, le Dauntless allait se retrouver utilisé principalement contre des cibles terrestres qui, espérons-le, ne bougeaient pas autant, ainsi que contre le cuirassé Jean Bart, immobile et partiellement achevé. Un bref rôle en tant que chasseur de sous-marins fut écourté par la prise de conscience rapide que l'Avenger était en fait capable d'opérer depuis des porte-avions d'escorte, et qu'il constituait tout simplement une bien meilleure plateforme de lutte anti-sous-marine. Cela signifiait qu'à part quelques patrouilles aériennes au-dessus des Caraïbes par des unités terrestres, la seule autre grande offensive du SBD en Europe eut lieu environ un an plus tard lors de l'opération Leader, où le Ranger participa à une action alliée contre la flotte allemande près de la Norvège. Le Dauntless revendiqua 3 navires coulés et 2 endommagés sur un total opérationnel de 5 coulés et 7 endommagés. En échange de la perte de 2 avions, et avec cela, nous nous retrouvons de nouveau dans le Pacifique au début de 1943. À ce stade, le SBD avait un autre ennemi à affronter, le remplacement. Plus précisément, cela prit la forme du Scout Bomber 2C Endeavour qui, en théorie, entrait désormais en service dans les unités de première ligne. Conçu à l'origine comme le successeur de nouvelle génération du Dauntless, il s'est avéré au départ que le héros de notre histoire cette semaine n'avait pas vraiment à s'en inquiéter. Le Scout Bomber 2C pouvait transporter un peu plus de poids en bombe, et il possédait une soute à bombe interne ainsi qu'une vitesse de pointe plus élevée et une autonomie légèrement supérieure. Mais beaucoup de pilotes le détestaient, parce que, alors que le Dauntless pouvait parfois être piloté comme un chasseur particulièrement lourd plutôt que comme un bombardier, le Helldiver, lui, pouvait à peine être piloté tout en gardant le contrôle. Et même dans les meilleures conditions, le SPD restait de loin le plus facile à piloter et le plus maniable des 2 appareils, surtout en ce qui concerne la maniabilité. Les pilotes de bombardiers en piqué de la marine américaine appréciaient cette qualité lors des affrontements avec les chasseurs japonais pendant leur mission d'attaque. Avec le temps, bien sûr, diverses améliorations seraient apportées au Scout Bomber 2C, mais pour l'instant, il était davantage un concurrent grincheux qu'un véritable remplaçant. D'autant plus qu'il a passé la majeure partie de 1943 à essayer de résoudre ses problèmes, Henderson Field continuait bien sûr à mener des missions. La lutte pour Guadalcanal ne serait vraiment résolue qu'au début de 1943 avant que les combats ne s'enchaînent rapidement avec la campagne des Grandes îles Salomon. Et donc, les pilotes de SBD seraient occupés là-bas pratiquement jusqu'à ce que les avancées américaines dépassent la portée opérationnelle de leurs appareils. Les Japonais construisaient leurs propres nouveaux aérodromes dans les Salomon et ceux-ci devinrent donc des cibles prioritaires, aux côtés des navires du Tokyo Express, avec des SBD basés à terre volant aux côtés de leurs homologues embarqués du Saratoga qui avaient remplacé l'Enterprise comme seul porte-avions de la flotte américaine en première ligne. Dans ce contexte, les Dauntless basés à terre et en mer volaient avec des escortes de plus en plus différentes. Les avions embarqués étaient toujours escortés par les derniers modèles de F-4F Wildcat, car le F-6F Hellcat ne ferait ses débuts au combat qu'à l'automne 43. Au sol, le F-4U Corsair est apparu dans les escadrons de Marines mi-février, s'avérant une amélioration très appréciée. Lors de ces missions offensives, les pilotes de SBD ont improvisé un pré-napalm pour éliminer plus efficacement les nouvelles positions japonaises de défense contre avions. Au fur et à mesure de l'avancée au nord-ouest dans les îles Salomon, les SBD jouaient un rôle clé. Cela a peu à peu affaibli Rabaul, jadis forteresse assez puissante pour que la marine américaine, en partie, lance la campagne de Guadalcanal afin d'éviter d'avoir à l'attaquer directement dans une position intenable que la marine japonaise serait plus tard forcée d'abandonner entièrement, bien qu'elle ait été contournée bien avant d'être abandonnée. Elle rejoindrait alors l'île Wake, Truk et d'autres positions japonaises sur la liste croissante de lieux bombardés lors d'exercices de tir réels pendant que les navires avançaient vers les lignes de front.
Ce type d'environnement a largement servi de décor à de nombreuses unités SBD des Marines pour le reste de la guerre. Ils aideraient d'abord à repousser les positions et possessions ennemies dans une chaîne d'îles donnée. Ensuite, ils devaient maintenir les positions japonaises et les troupes refusant de se rendre sous pression pendant de longues périodes. Ensuite, ils seraient envoyés vers la prochaine chaîne d'îles conquise par leurs alliés en mer sur le drapeau du soleil levant. Cependant, vers la fin de la guerre, l'adaptation du Corsair pour pouvoir effectuer des bombardements en piqué allait progressivement entraîner le retrait du Dauntless de l'utilisation dans les escadrons de Marines à partir du milieu ou de la fin de 1944. Ce processus a été accéléré par l'arrêt de la chaîne de production du SBD à la même époque, réduisant l'approvisionnement en pièces détachées. En mer, cependant, le SBD avait encore de nombreux faits d'armes à accomplir. Même si le Scout Bomber 2C devait le remplacer, comme dit plus tôt, le premier porte-avions Essex entra en service avec des Scout Bomber D dans ses escadrons de bombardiers et de reconnaissance. En fait, ce n'est qu'avec le porte-avions 17 United States Ship Bunker Hill que le Helldiver sera réellement déployé au combat. En 1943, il a surtout tenté de faire coopérer le Scout Bomber 2C pour éliminer l'ennemi bien plus que ses propres équipages. De plus, au cours de l'année 1943, les escadrons de reconnaissance VS ont été progressivement dissous officiellement. L'espace de hangar libéré a surtout été repris par des unités de chasse agrandies, tandis que les escadrons VB et Torpedo Squadron ont aussi gagné un peu de place sur le pont. Ainsi, les avions VS pouvaient être intégrés aux unités VB soit comme membres supplémentaires de l'effectif élargi, soit comme remplaçants en cas de perte au combat. En l'absence des porte-avions de la marine japonaise, le Dauntless est alors revenu à son rôle de début de guerre en tant que raider, bien que les raids eux-mêmes se déroulaient désormais à une échelle bien plus grande. Et ils étaient conçus davantage pour désorienter et distraire la marine japonaise afin de masquer la prochaine avancée de la marine américaine, plutôt que pour tenter de retarder une avancée japonaise comme cela avait été le cas au début de 1942. Le SBD soutiendrait également des efforts plus ciblés et soutenus contre les véritables objectifs lors des différentes invasions de diverses îles. Et par conséquent, il s'est retrouvé à devenir une sorte de bête de somme polyvalente. La majorité des missions de reconnaissance étaient maintenant réalisées par des Avengers avec réservoirs supplémentaires. Mais le Dauntless se retrouvait désormais aussi à jouer occasionnellement le rôle d'une forme précoce de Carrier On-Board Delivery ou avion de livraison embarqué sur porte-avions, soit avec de petites charges utiles, mais vitales, à la place des bombes, soit avec du personnel important transporté sur le siège du mitrailleur. L'amiral Meacher, à bord du nouveau United States Ship Lexington Class Essex, aimait souvent rendre visite à d'autres porte-avions ou se rendre à terre, assis à l'arrière d'un Dauntless de son navire amiral. Les navires de guerre que le SBD repérait à cette époque étaient souvent retranchés au port, devenant ainsi des cibles plus faciles. Cependant, il y avait aussi beaucoup plus de tirs antiaériens des installations côtières à affronter. Et parfois, cela devenait une sorte de course alors que le piquet. Les bombardiers attaquaient d'abord les cibles côtières, tandis que les Avengers coulaient les navires, leurs torpilles étant inefficaces contre aérodromes et bunkers. Grâce à l'immobilité des cibles terrestres, les pilotes de Dauntless ont vite appris à réaliser des frappes précises et fiables. Cela pouvait donc signifier que certains, à l'arrière d'une formation de Dauntless, étaient aperçus s'échappant au-dessus de l'eau près de divers ports. Le commandant du groupe aérien annonça que toutes les cibles au sol avaient été touchées. Les pilotes espéraient trouver des navires, soit avant l'arrivée des TBF Avengers, soit peut-être des navires que les Avengers auraient manqués lors de leur premier passage. Mais il restait aussi une dernière grande bataille de porte-avions à livrer pour le SBD. À l'été 1944, la flotte de porte-avions japonaise s'est illustrée à la bataille de la mer des Philippines. À ce moment, le Helldiver était présent sur de nombreux porte-avions, mais un vétéran notable utilisait toujours l'ancien SBD pour sa section des bombardiers en piqué. Et cela, bien sûr, c'était le pont d'envol de l'un ou l'autre. United States Ship Entreprise présente dans toutes les grandes batailles de porte-avions, sauf celle de la mer de Corail. Les United States Ship Lexington, seul autre porte-avions de classe Essex, avaient aussi des Dauntless. Un VB 10 sur l'entreprise et un VB 16 sur le Lexington à eux deux rassemblaient un total de 57 appareils.
Le premier jour de combat lors de la bataille de la mer des Philippines fut vraiment l'heure de gloire du Hellcat. Le VB-10 et le VB-16 avaient déjà criblé de cratères les aérodromes de Guam et ont poursuivi lors de la première confrontation avec les frappes japonaises. Après avoir été empêchés d'attaquer à nouveau le Shikaku par les torpilles de l'United States Ship Kavala, les SBD retrouvèrent vite un profil de mission familier lors des batailles de porte-avions. Une attaque à longue portée pour laquelle, techniquement, ils n'avaient pas assez de carburant pour revenir. Le VB-10 de l'Enterprise infligea des dégâts au Ryuho et toucha à la fois le Hiyo et le Junyo, le premier étant ensuite frappé par des Avengers et coulerait plus tard à cause d'explosions internes. Le VB-16, arrivant quelques minutes plus tard, attaquerait également les deux derniers porte-avions. Mais maintenant, les Dauntless devaient affronter leurs deux plus vieux ennemis, le Mitsubishi A6M0 et la consommation de carburant. Les premiers furent neutralisés grâce à un excellent pilotage, une bonne précision de tir et le soutien des Hellcats proches. Mais peu de gens, sauf les pilotes, pouvaient agir sur le second, hormis choisir les réglages de carburant les plus économes. Une fois que l'ennemi était derrière eux, alors il y avait de l'espoir. Alors que les avions du grand groupe de frappe commençaient à amérir, les pilotes expérimentés de VB-10 et VB-16 montraient exactement pourquoi leur savoir durement acquis était un tel avantage pour eux. Certains pilotes réglaient manuellement des mélanges de carburant si pauvres qu'ils savaient très bien qu'ils infligeaient probablement des dommages irréparables à leur moteur sur le long terme. Mais ils mettaient cela en balance avec le fait que, plonger dans la mer était un sort bien plus définitif pour tout l'appareil. D'autres ignoraient les points officiels auxquels ils étaient censés passer d'un réservoir de carburant à un autre, préférant laisser les réservoirs se vider complètement, puis jusqu'aux vapeurs. Certains semblaient même secouer et cabrer légèrement leur appareil pour chercher la moindre goutte de carburant, laissant leur moteur tousser et crachoter avant de finalement passer au réservoir suivant. Toutes des leçons qu'ils avaient apprises à leurs dépens lors de ces moments au cours des dernières années. En conséquence, VB-10 n'a perdu qu'un seul appareil à cause d'une panne sèche. Ceci est arrivé lors de la dernière phase d'atterrissage quand le moteur a calé, ce qui a permis à un destroyer proche de sauver rapidement l'équipage. L'un des pilotes de VB-16 a vécu une expérience similaire. Son moteur s'est bloqué lors de l'approche finale et il s'est améri à seulement quelques centaines de pieds de son pont d'envol cible. Un autre Dauntless du VB-16 qu'on pouvait décrire comme une suite de trous reliés par quelques morceaux de revêtement en futsal. Après avoir frôlé de près la défense contre avions japonaises, Fayer a réussi à trouver refuge sur l'Enterprise après que 5 autres tentatives d'atterrissage sur différents navires aient été refusées. Seulement pour voir le moteur finalement rendre l'âme et s'arrêter alors qu'il roulait pour dégager la voie aux autres avions qui arrivaient. Sur tous les Dauntless lancés ce jour-là, seuls 4 ne sont pas rentrés à la maison. Un a été abattu au-dessus de la flotte japonaise et 3 sont tombés en panne de carburant. 2 d'entre eux, comme déjà mentionné, ont failli revenir sur le pont pour un avion qui, théoriquement, avait une portée plus faible que d'autres autour de lui. Lorsque tout le monde était chargé pour des missions d'attaque, le SBD avait subi le moins de pertes dues à la panne de carburant. Le Scout Bomber 2C, en revanche, était particulièrement touché. Après avoir pris en compte ceux qui avaient été jetés par-dessus bord, trop endommagés pour valoir la peine d'être réparés, seulement 10% des Helldivers qui avaient décollé étaient de retour sur les porte-avions le lendemain. Le lendemain du jour de l'indépendance, 1944, le Dauntless mena sa dernière mission avec les porte-avions rapides américains quand le VB-10 de l'Enterprise bombarda Guam Air. Le groupe 10 dans son ensemble devait rentrer aux États-Unis pour un moment. Ils ont alors offert à la flotte un spectacle aérien improvisé en partant. Les derniers SBD encore en service opérationnel en première ligne se trouvaient dans les escadrons de Marines aux Philippines. Ils ont fini cette campagne, puis achevé la guerre en bombardant des cibles contournées, là où l'opération de ce type d'appareil avait débuté, dans les îles Salomon. À la fin de la guerre, il restait encore pas mal de Dauntless en vol, mais la majorité se trouvait désormais dans des unités d'entraînement ou parfois sous des couleurs étrangères. Notez que les Français ont continué à utiliser ces appareils plusieurs années après la guerre.
Après la guerre, certains appareils furent utilisés dans des rôles civils, mais à mesure que cela prit fin, l'avion passa à son nouveau rôle. Comme pièce de musée, bien qu'un certain nombre restent encore en état de vol dans diverses collections et volent occasionnellement. Il y a environ, selon les sources, 28 Dauntless encore existants, couvrant tous les modèles, d'un unique SBD-1 qui a survécu à la guerre jusqu'au SBD-6. 4 d'entre eux sont techniquement de l'armée de type A-24, mais les autres sont de véritables SBD à part entière. Avec les navires musées, les United States Ship Midway, le Yorktown et le Lexington, qui possèdent tous des exemplaires à leur bord. Pour un avion que certains considéraient comme obsolète, juste après ses premières missions en 1942, le Dauntless allait certainement prouver qu'il était un atout inestimable pour les Alliés tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Il était peut-être lent, mais il était assurément mortel.